Bienvenue à tous et à toutes. Bonjour, merci d'être là, de témoigner votre intérêt sur cette thématique, donc l'humain et son cerveau. L'humain du 21e siècle, en fait, cette conférence a pour objectif de vous sensibiliser à ce que nous pourrions devenir dans 100 ans, en 2115, si nous apprenions à utiliser notre cerveau de façon adaptée et donc beaucoup plus efficace. Donc pour ça, il va falloir que je vous explique, vous savez ce que c'est un cerveau, mais à quoi ça sert et quelles sont ses principales fonctions. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Oui. J'ai la plus jeune qui est là, super. Donc, il faut préciser que, on est sur le stand 28 si vous voulez plus d'informations, mais surtout que cette présentation, cette conférence est permise par la recherche qui est faite. Donc pour ceux qui sont déjà venus me voir, vous savez qu'il y a 25 ans de recherche scientifique derrière ce que je vais vous présenter. Et donc tous ces travaux s'appuient sur des vérifications, des protocoles, des expérimentations, autant possible que ce soit sur l'être humain, puisque ce n'est pas aussi facile de reproduire sur un être humain que sur des machines. En tout cas, donc l'Institut de neurocognitivisme qui, avec l'IME, dirigé par Jacques Fradin, l'Institut de médecine environnementale, nous offre cette connaissance dont notre objectif est de la diffuser au plus grand nombre. Donc au plus nous serons nombreux à savoir comment fonctionne notre cerveau et comment l'utiliser efficacement, au plus nous serons capables de vivre des choses bien plus sympathiques et bien plus sereines que c'est le cas aujourd'hui. Alors, petit exercice préambule. Je vais vous proposer de vous tourner vers votre voisin, de préférence un voisin que vous ne connaissez pas. Donc si vous êtes à côté de votre copine ou de votre compagnon, de votre frère ou que sais-je, tournez-vous derrière vous. L'idée c'est de le faire avec une personne que vous ne connaissez pas. Ok ? Et je vais vous proposer de vous tourner vers cette personne en faisant semblant que vous retrouvez un ami ou une amie d'enfance de l'université, enfin vous choisissez, et de vivre quelque chose qui ressemblerait à « Oh, toi, ici, mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est pas possible! Mais oh, quel bonheur, quel plaisir, et qu'est-ce que tu deviens, etc. » Donc voilà, donc de vraiment jouer le jeu comme à l'école, on fait comme si on était copains, et on va partager pendant quelques minutes avec cette personne. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Alors ce petit exercice est génial, ça fait des connexions improbables, donc je vous invite à continuer. En tout cas, ce petit exercice n'était pas anodin. Si je vous ai proposé de jouer comme si vous connaissiez la personne, c'est pour vous montrer en fait à quel point le cerveau, il est juste notre outil. Parce qu'en fait, est-ce que votre cerveau vous a dit « Non mais t'es pas bien, non mais tu la connais pas ». Non, qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé le leurre cognitif que vous l'avez envoyé, et il a fait comme si. Et donc, du coup, alors peut-être que c'est un peu bref, hein. D'habitude, je prends un petit peu plus de temps, mais bon, là, on est compté par le temps, on a 1 heure, donc je réduis un peu, mais de vous montrer, en fait, à quel point la personne, du coup, à qui vous êtes adressé, vous est devenue plus familière, voire très familière. Alors que je vous rappelle qu'il y a 10 minutes, cette personne, vous ne la connaissiez même pas, voire vous ne la calculiez même pas, entre guillemets. Donc voilà, c'est très important parce que c'est une découverte qui a été faite par des psychologues. Le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginé. Donc il va vraiment fonctionner comme un ordinateur avec ce que je lui donne, avec ce que je lui programme, et donc principalement nos pensées, que vous connaissez certainement très bien. Donc les pensées, on ne peut rien contre, mais par contre, on est responsable de les conserver ou pas. D'accord? Donc ça, c'est une chose que je vous invite vraiment à retenir. Ceci étant fait, l'image qu'on pourrait avoir de cette société un peu idéale dans 100 ans, on pourrait voir des gens heureux. Je suis émue parce que ça me touche beaucoup. On pourrait voir des gens heureux, des gens qui s'entendent, des gens qui sont détendus. Et aujourd'hui, on est plutôt à quelque chose qui ressemble à ça. De la douleur, des complications, de l'incompréhension, des enfants qui, pas trop motivés, des problèmes d'entente, de communication, de décalage, de maladie.
de capitalisme, etc. Enfin bref, on n'est pas dans une société aujourd'hui qui est idéale et qui en tout cas crée la sérénité et le bonheur de l'être humain. Alors, pourquoi ? Alors, petit retour en arrière, la première chose à considérer, c'est que on revient quand même de loin. Je veux dire, on est aujourd'hui en 2015 et eh bien, nous avons notre propre évolution. L'humanité a évolué et passé par différentes phases de civilisation, etc., etc. Bref, aujourd'hui, on est dans une société très évoluée technologiquement parlant. Par contre, il y a une chose qu'on connaît finalement assez mal, c'est l'être humain. On est capable d'aller sur la Lune, on est capable de développer des systèmes informatiques d'un autre monde, de la technologie incroyablement développée, mais finalement, l'être humain, qu'est-ce qu'on en connaît ? On en connaît l'extérieur, on en connaît l'anatomie, on est capable de comprendre les différents systèmes musculaires, respiratoires, etc. Mais finalement, le cerveau, on le connaît mal, et pour cause. C'est pas facile à observer de l'extérieur dans un premier temps, et sinon que de faire des expérimentations malheureuses de lobotomie pour s'apercevoir que tiens, quand je touche là, je vois plus, etc. Tant qu'on n'avait pas l'IRM, à savoir l'imagerie à résonance magnétique, on ne pouvait pas observer le fonctionnement du cerveau. Aujourd'hui, on a vraiment cet outil incroyable qui nous permet de comprendre ce qui se passe dans différentes actions, attitudes, etc. Et donc, c'est bien grâce à ça qu'on s'est aperçu que le cerveau était très efficace, mais qu'il était peut-être un peu dépassé. Alors, juste pour vous montrer, en fait, le cerveau humain, si on se réfère à sa volumétrie, on s'aperçoit qu'il a évolué beaucoup. Et aujourd'hui, on est un petit peu en mode de pause. Et donc, on attend à ce qu'il puisse donner plus encore. Mais pour qu'il donne plus encore, il faut lui donner la présence et la capacité de faire plus encore. C'est ce que je vais vous expliquer. Il y a quelques postulats. Vous en avez découvert un premier, qui est que le cerveau ne fait pas la différence entre un souvenir réel et imaginé. Je ne vais pas vous expliquer les expériences faute de temps, mais et donc du coup, il faut être très conscient de ce que je vais lui donner, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ensuite, il y a une autre chose à comprendre, c'est que le cerveau ne peut fonctionner qu'à partir d'une seule gouvernance à la fois. Nous en avons 4, 3 gouvernances automatiques, une gouvernance adaptative. Je vais vous les expliquer. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que s'il y a une gouvernance qui a la main, les 3 autres, elles sont en veille. C'est-à-dire qu'elles attendent d'être sollicitées pour fonctionner. 3 gouvernances automatiques qui sont en fait très orientées sur la fonction première de l'humain, à savoir garantir sa survie. D'accord ? Une survie qui va être tantôt individuelle, tantôt collective, puisque nous sommes des animaux grégaires, tantôt une survie, disons, sociale, de pouvoir se reconnaître les uns les autres pour s'assurer qu'on soit copain-copain. Parce qu'il y a des dizaines de milliers d'années, on avait plutôt intérêt à faire la différence entre quelqu'un qui était de notre clan, de notre tribu, de quelqu'un qui n'en était pas, parce que sinon on avait toutes les chances de finir en brochette. C'est quand même assez gênant. Donc on a vraiment quelque chose de très archaïque derrière le besoin d'être reconnu comme faisant partie du groupe et du clan. Et ça n'a l'air de rien, mais ça explique beaucoup de choses en termes de peur de rejet, de peur d'exclusion. Parce que dans mon cerveau archaïque, si je suis exclue, si je suis rejetée du groupe, eh bien, il y a un danger de survie qui se produit. Alors, plus aujourd'hui. Mais le cerveau, il ne nous demande pas de savoir si aujourd'hui c'est toujours d'actualité ou pas, puisque c'est un mode qui est très bien rodé, très bien huilé, et qui va se mettre en place automatiquement et de façon très rapide. D'accord ? Donc, aujourd'hui, ce qu'on se rend compte, quand on analyse les comportements des gens, c'est que la plupart du temps, on est en mode automatique. C'est-à-dire qu'on va fonctionner, et parfois c'est très intéressant, de façon connue, contrôlée, et sauf qu'aujourd'hui, notre société, elle est en train de prendre une tournure d'accélération tellement monumentale qu'on n'arrive plus à suivre. L'être humain n'arrive plus à suivre. Regardez dans les entreprises. On met un nouveau système en place, on a à peine eu le temps de l'avoir testé, un minimum éprouvé, que hop, on nous en met un autre. Dans la vie, on a une technologie. Regardez les téléphones. Quand vous regardez un téléphone et que vous le comparez avec un téléphone d'il y a 4 ans,
Vous avez des personnes, dont moi, qui se disent « Ouh là là, je ne vais pas changer de téléphone parce que, dis donc, c'est tellement compliqué, je vais devoir me réhabituer aux différentes fonctions. » Il y a plein de choses qu'on ne fait pas parce qu'on est dans nos habitudes. D'accord ? Donc, ces postulats étant posés, vous parlez de ces fameuses gouvernances. Alors, le code couleur est important. On a des couleurs chaudes qui représentent des gouvernances automatiques et une couleur froide, le bleu, qui représente la seule véritable gouvernance intelligente au sens réflexion du terme et adaptation du terme, qui est donc la gouvernance adaptative. Alors, vous avez peut-être entendu parler des cerveaux. On a parlé très longtemps du cerveau reptilien, du cerveau paléolimbique, néolimbique, préfrontal, néocortex. En soi, ce n'est pas faux. La terminologie exacte en termes d'approche neurocognitive et comportementale, ce sont plutôt des gouvernances qui, effectivement, vont s'allumer dans ces zones de cerveau. D'accord ? Bon, donc voilà, je vais vous parler de l'ancienne terminologie et de la nouvelle pour que vous puissiez faire le pont entre les deux. Donc, ces 4 gouvernances ont une fonction bien particulière. La gouvernance, donc, qui est notre ancien dénommé cerveau reptilien, va avoir la fonction de survie. Il est super efficace. Le cerveau reptilien va prendre la main dès qu'il y a un danger de mort imminente. Heureusement, souvent, ce que j'explique, c'est que s'il n'était pas là, il y a de grandes occasions où on serait tous disparus. Je prends l'exemple classique d'une voiture qui nous arrive devant. On a plutôt intérêt d'avoir cette gouvernance instinctive pour échapper au danger. D'accord ? Donc, une gouvernance instinctive qui va se mettre en route dès qu'on a un ressenti de danger. Sauf que, comme vous avez vu tout à l'heure, le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et imaginé. Donc, il suffit que moi, je lui envoie un signal de « Ouh là là, j'ai mon rendez-vous là avec mon manager ou mon banquier ou mon voisin qui fait du bruit, etc. » Et j'ai ce qu'on appelle une peur psychosociale, c'est-à-dire que c'est un danger perçu. Il n'est pas réel, je ne vais pas mourir. Je ne vais pas, en allant faire un entretien, perdre ma vie. D'accord ? Sauf que moi, je lui ai envoyé une mauvaise information. Mais mon cerveau reptilien, ma gouvernance instinctive va fonctionner comme s'il y avait un vrai danger. Et c'est lui qui va, en fait, être à l'origine du mécanisme de stress, mécanisme physiologique, qui va entraîner la production d'hormones, premier temps de l'adrénaline, deuxième temps du cortisol, troisième temps les fonctions diminuent, parce que dans la nature, si vous voulez, il n'y a pas plusieurs options. Soit vous avez échappé à votre prédateur, sauf que manque de bol, il vous a récupéré et vous allez chercher à l'impressionner, à faire comme si, on ne sait jamais, peut-être qu'il va changer d'idée en voyant que je fais le méchant, d'accord ? Ou alors, il vous a pris, il vous a croqué, et en général, après 3 heures, soit vous avez survécu ou vous êtes mort, d'accord ? Sauf que nous, bien évidemment, devant un danger psychosocial, après 3 heures, il y a de grandes chances que je ne me sois pas débarrassée de mon problème. Ce qui fait que mon système va continuer, parce que mon cerveau garde la main, à produire tous ces mécanismes hormonaux, coupures de fonctions secondaires, etc., ce qui nous amène sur du stress chronique et des problèmes liés au stress, de maladies, de tension musculaire, et j'en passe. D'accord ? Donc, l'idée, c'est que quand on est dans cette gouvernance-là, la question à se poser, c'est est-ce que j'ai un véritable danger de vie ou de mort ? Et 95% du temps, vous allez répondre non. Et en plus, si vous avez le temps de vous poser la question, c'est que vous n'êtes pas dans un danger de mort imminente. D'accord ? Donc là, qu'est-ce qu'on fait ? On fait une bascule neuronale. Et on va passer sur notre gouvernance préfrontale. Parce que notre gouvernance préfrontale ne peut pas prendre la main. Rappelez-vous, elle n'est pas automatique. Et donc, la meilleure façon, en dehors de petits exercices, hier j'ai fait un atelier sur le stress, il y a quelques personnes qui étaient présentes. Il y a des exercices comportementaux, des exercices de pensée, des exercices sur les ressentis. Comme c'est la seule gouvernance capable de faire ces exercices, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle prend la main. Si elle prend la main, les autres, qu'est-ce qu'elles font ? Dodo. Elles ne peuvent pas être actives. Et c'est comme ça qu'en fait, je vais récupérer la sérénité, puisque la gouvernance qui est à l'origine de l'agitation, voire de l'agressivité ou de la déprime, de l'inhibition, ne peut pas être en fonction on. C'est un peu comme un interrupteur. Vous me suivez ? Bon. Donc ça, c'est la première gouvernance. Il y a d'autres gouvernances. La gouvernance grégaire qui va gérer les rapports de force,
émotionnelle et donc fameuse gouvernance adaptative qui va me permettre vraiment d'aller dans un territoire et d'être dans une réflexion pour obtenir plus de flexibilité, plus de créativité, plus d'empathie, d'opinion personnelle, de prise de recul, de ces différentes capacités qui me permettent de considérer le problème à sa juste valeur. Okay ? Donc, on a un cerveau qui est capable de gérer du simple et du connu. Je vous donne l'exemple de la conduite en voiture. Pour la plupart d'entre vous, j'imagine que vous avez appris à conduire. Est-ce que vous vous rappelez des moments où on a commencé à démarrer notre voiture ? La gestion de la pédale d'embrayage et de la pédale d'accélérateur. C'était compliqué. Sauf qu'à force de pratiquer, on s'est fait un beau petit programme automatique de démarrage de la voiture, voire démarrage de la voiture en côte ou dans d'autres difficultés, et ça fonctionne super bien. Donc quand je suis dans une situation simple et connue, je n'ai pas envie de me casser les neurones, à devoir réfléchir à des choses qui n'ont pas de nécessité. D'accord ? Donc dans des situations simples et connues, notre cerveau est juste génial. C'est juste quand j'ai affaire à des situations complexes et inconnues qu'il va perdre un potentiel important puisqu'il ne sera pas capable de gérer cela correctement. On a fait des études, juste pour la petite histoire, avec l'école de pilote de l'air de Cognac, et ces études ont montré qu'en exerçant les personnes à faire justement ce qu'on appelle cette bascule neuronale, à préfrontaliser, on avait des résultats très très intéressants, au point où aujourd'hui, ils ont inclus dans leur formation de pilote ces techniques de préfrontalisation et de bascule neuronale pour leur permettre justement, en cas de situation intense où il y a un danger, de garder son sang-froid, sa capacité à évaluer différentes solutions de façon très très efficace. Okay ? Donc, il est très important de savoir qui est aux commandes. Est-ce que c'est mon préfrontal ou est-ce que c'est une gouvernance automatique qui est désadaptée ? Et grâce à cette façon de faire, eh bien, nous pouvons réussir à être dans une société où eh bien, on est moins stressé, où on est plus capable d'écouter, d'accueillir les différences, de fonctionner ensemble, d'être créatif, innovant. Dans les entreprises, quand on fait des travaux, des séances de créativité, il est complètement indispensable de faire sortir les personnes de leurs automatismes, sinon on ne crée rien de nouveau. C'est pour ça qu'il y a plein de techniques qui vont permettre de préfrontaliser diverses et variées par le jeu, en sortant les personnes de leur contexte, parce que du coup elles sortent de leurs habitudes, de les faire créer, de les faire jouer, de manière à pouvoir les faire basculer, et là ça devient très efficace. Donc, comment arriver à cette société ? Eh bien, c'est, comme je vous l'ai dit, d'apprendre à optimiser ces différentes gouvernances. Donc, de réussir à préfrontaliser le plus possible de façon presque automatique, du coup, parce qu'on peut automatiser notre préfrontal aussi, c'est ça qui est intéressant. Et donc, de pouvoir faire la différence quand je me sens stressée. Alors, chacun va avoir son profil de stress particulier. Certains vont être dans un stress de fuite. Vous les reconnaissez parce qu'ils regardent partout, ils sont très agités. Ils cherchent une voie de sortie, physiquement parlant, sauf que parfois, on ne peut pas toujours la voir. Vous avez des personnes qui sont dans un stress de lutte. Là, vous les reconnaissez parce qu'ils vous regardent, ils sont dans l'affrontation, dans une agressivité défensive. Qui a vraiment pour objectif de me sortir de ce mauvais pas. Et donc, tant qu'à faire, je vais peut-être mordre le premier ou je vais chercher à impressionner la personne que j'ai en face de moi. Mais il y a aussi des personnes qui sont dans un stress d'inhibition. Un stress d'inhibition où, en fait, la personne est incapable de réagir. Et c'est quelque chose qu'on peut voir chez les personnes quand elles ne sont pas capables de bouger. C'est typiquement chez l'animal. Un animal que vous croisez la nuit qui est pris dans vos phares et qui ne bouge plus. Il est dans un stress d'inhibition. Et c'est ce qui crée sa mort. Donc, vous voyez que parfois, le stress n'est pas la meilleure réponse. Donc, il va falloir apprendre à faire la différence parce que ce stress aura les mêmes symptômes. Que ce soit un stress de danger de mort imminente, là, je vous l'ai dit, tant mieux, parce que il me sortira de ce mauvais pas. Bon, sauf si c'est un stress d'inhibition, mais bon. Si c'est un stress psychosocial, à savoir, est-ce que c'est une erreur
de pensées, de croyances que j'envoie à mon cerveau. Donc, j'ai peur, mais est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir peur? Je lui en veux, mais est-ce que j'ai vraiment toutes les raisons pour lui en vouloir? Que sais-je? Vous voyez des exemples qui peuvent arriver. Et ça peut être aussi ce qu'on appelle une erreur de gouvernance. Ça veut dire que j'ai mon préfrontal, donc ma gouvernance adaptative, qui perçoit dans sa grande efficacité une gouvernance qui n'est pas efficace. Sauf qu'il ne peut pas prendre la main. Rappelez-vous, il n'est pas automatique. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller titiller la gouvernance instinctive, mon reptilien, pour lancer un petit aiguillon. Et du coup, le reptilien va réagir en créant un mécanisme de stress qui aura les mêmes apparences que si c'était un stress psychosocial. Donc la première chose à faire, c'est, tiens, je suis en stress, apprendre à le reconnaître, à le repérer, et puis de se dire, tiens, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'être stressée? Et s'il n'y a pas de danger de mort imminente, la réponse, elle est non. Okay. Donc, première chose à faire, de pouvoir apprendre à faire la différence dans ce qui va causer mon stress et si mon stress est approprié. Et donc, comme je vous l'ai dit, si vous avez le temps de vous poser la question, en général, c'est qu'il ne l'est pas. Okay. Il n'y a, cela dit, pas de bon stress. Des études ont démontré, je vous mettrai la slide dans l'envoi, que en fait, le bon stress, ce qu'on appelle le bon stress, en fait, on le confond avec une motivation. Et donc avec un intérêt pour ce que je fais. Donc du coup, j'ai tellement d'excitation qu'on a l'impression que j'ai de l'énergie et que donc c'est un bon stress, mais techniquement parlant, neurocognitivement parlant, ce n'est pas le résultat de mon cerveau reptilien. Okay. Donc, comment arriver aussi donc, à cette société? C'est apprendre à maîtriser, contrôler cet instinct de peur de la mort que l'on a. Parce que l'individu, l'être humain, a une peur profonde qui est très difficile à déloger, c'est la peur de la mort. Et c'est pour ça qu'en fait, on a ces réactions de peur liées à la survie. Donc, c'est très difficile comme croyance à avoir, mais en tout cas d'aller explorer, d'aller travailler. Et le jour où les êtres humains n'auront pas cette peur viscérale de la mort, je pense que ça leur permettra de gagner beaucoup, beaucoup en sérénité. Bon, tâche pas très facile, mais ça ne nous empêchera pas de préfrontaliser au moment. Donc, on a encore des outils. La deuxième chose qui nous permettra d'arriver à cet humain du XXIe siècle, dans tout son potentiel, c'est d'apprendre à modérer les rapports de force. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le cerveau, dès qu'il est en présence d'une situation où la mémoire de combat va se réveiller, je vais avoir tendance à laisser la main à cette gouvernance. En tout cas, elle va la prendre. Pourquoi? Parce que, archaïquement parlant, il y a des dizaines de milliers d'années, nous étions en tribu. En tribu, eh bien, il y avait les dominants et il y avait les soumis. Et c'était très bien parce que du coup, ça nous permettait d'être restés à notre juste place pour faire face aux agressions extérieures et aux prédateurs extérieurs. Et donc, on avait un système très bien huilé de dominants qui allaient protéger les plus faibles, donc ce qu'on appelle aujourd'hui en positionnement grégaire soumis. Et donc, on avait un échange de services. Donc, il y avait quelque chose qui fonctionnait très bien. Sauf qu'aujourd'hui, eh bien, on n'a plus vraiment besoin de ce système-là, en tout cas instinctif, archaïque. On n'a plus besoin d'être dans des logiques de comparaison où tout à coup, je vais péter un câble parce que je pense perdre le pouvoir et ma présence dans le groupe, ou, voire plus ennuyant, de manquer de confiance en moi parce que dans mon système archaïque, prendre une place, et c'est souvent lié à des thématiques de réussite, à des thématiques d'expression, d'affirmation de soi, j'ai quelque part un petit système qui se dit « Ouh là là, mais si tu vas dans le clan de ceux qui réussissent, tu vas dans le clan des dominants, et là, si tu vas dans le clan des dominants, tu vas te prendre une grosse claque, comme ça se fait dans la nature. » Et croyez-moi, en tant que coach et formatrice, il y a beaucoup de personnes qui s'auto-sabotent parce qu'ils ont cette gouvernance qui est active et qui, du coup, vont tout faire pour ne pas se retrouver dans une situation où ils risqueraient d'être mis en challenge par rapport à des personnes dans le groupe. Alors, heureusement, cette gouvernance n'est pas tout le temps en action, d'accord ?
cherchez à repérer si, à un moment donné, vous êtes dans cette espèce de comparaison de « Ouh là là, non, mais moi, je ne vais pas faire ça, qu'est-ce qu'ils vont dire de moi, qu'est-ce qui va se passer, etc. » Il y a des chances que vous soyez dans une gouvernance qui est donc grégaire, hiérarchique, ce fameux paléolimbique, comme on l'a appelé très très longtemps. Et là, du coup, vous avez une bonne petite gouvernance préfrontale pour vous poser la question de savoir, mais en fait, pourquoi je me dis ça? Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que après tout, je ne peux pas essayer? Sauf que c'est une gouvernance qui est très, très archaïque et qui, parfois, elle fonctionne sans qu'on veuille. Et même quand je veux vraiment très, très fort, il y a parfois un petit travail à faire déjà d'en prendre conscience. Et ça, il y aura un avant et un après. Et puis après, d'y travailler et de vivre, en fait, des situations où, quand vous êtes un peu plus en avant, vous vous apercevez que vous êtes toujours vivant derrière. Et que donc, finalement, tiens, ça marche. Et petit à petit, de récupérer la confiance en vous qui vous permet d'être dans votre assertivité. L'idée, c'est vraiment d'être dans cette capacité à être dans sa place juste, pas trop dominante, pas trop dans la soumission, pas trop dans la marginalité et la crainte des autres, et pas trop dans la confiance de la crainte des autres, de se dire que tout ira bien, etc., etc. Donc un juste milieu. L'humain du 21e siècle, pour être bien, il va falloir qu'il apprenne à s'épanouir, qu'il apprenne à faire des choses qu'il aime, qu'il apprenne à répondre à ses besoins. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'il apprenne à connaître ce qu'il fait vraiment, ce qui le motive vraiment. Et en fait, le modèle donc, de l'approche neurocognitive et comportementale met en évidence qu'on a deux types de motivations. On a des motivations qui sont dites durables. Ce sont en fait des motivations qui se construisent très tôt. Ce sont des motivations qui vont se construire dans les 3 premiers mois de la vie. Pourquoi? Parce que dans les 3 premiers mois de la vie, on n'a que 2 gouvernances matures, prêtes à l'emploi. La gouvernance instinctive, survie, heureusement, parce que le bébé, il faut qu'il s'exprime quand il a des besoins de faim, quand il a peur, etc. Et l'autre gouvernance, c'est la gouvernance émotionnelle, donc c'est le fameux territoire paléolimbique qu'on décrit un peu comme la grande bibliothèque, je ne citerai pas de nom de marque, dans laquelle on va petit à petit mettre les différents programmes, croyances, valeurs, éducation. C'est là, par exemple, que se trouve le programme « Je démarre ma voiture sans difficulté ». D'accord? Et le bébé va donc développer ce qu'on appelle donc des tempéraments. Je ne vais pas aller dans le détail parce qu'on n'a pas trop le temps, mais d'idéalisation d'états qui sont associés à une activation réussie ou empêchée, de la fuite réussie ou empêchée, de la lutte réussie, empêchée. Bon, je ne peux malheureusement pas rentrer dans le détail parce que ce serait trop long, mais en tout cas, ce sont des motivations qui sont super géniales parce que j'ai les yeux qui brillent. J'ai vraiment cette passion. Et ces motivations m'apportent une énergie incroyable. Je peux travailler 3 jours dans ma passion, je suis nourrie. D'accord? Et c'est ce que vous retrouvez chez des gens qui ont ce qu'on appelle une vocation. Ce sont des gens qui sont tellement nourris par ce qu'ils font qu'ils pourraient presque le faire gratuitement. Ce sont des actions, des activités, des états d'être où le temps passe extrêmement vite. Et donc, du coup, c'est que du bonheur. Okay? Sauf que, derrière ça, vient l'éducation. Et donc, je vais grandir dans un environnement qui va favoriser peut-être des choses qui sont culturellement différentes. Parce que dans la famille, être, par exemple, en contemplation, en méditation, qui correspond à un état d'action, d'activation de l'action réussie, ça ne se fait pas. Et donc, je vais avoir tout un système de stimulus, ou de blocage, de barrages qui vont se construire sur les 2 principes de plaisir-déplaisir, récompense-punition. Et donc, sur cette base-là, petit à petit, l'enfant va intégrer ce qu'on attend de lui, ce qui est bien. Maman, elle est contente quand je range ma chambre, mais fondamentalement, ça ne me plaît pas. Et donc, du coup, petit à petit, je vais créer ce qu'on appelle des motivations conditionnelles. On les appelle des secondaires. C'est-à-dire que ce sont des motivations où je vais avoir une espèce d'économie émotionnelle. Je vais investir de l'énergie dans une action avec
un espoir de retour sur investissement. C'est-à-dire que je vais être dans des actions, des activités où je vais même parfois donner l'impression d'être hyper motivée, mais ce que j'attends derrière, c'est le résultat. Ce que j'attends derrière, c'est la reconnaissance. Et donc, du coup, j'ai des motivations qui vont s'étioler dans le temps, qui vont se fragiliser au fur et à mesure que soit je me retrouverai en échec, parce que le rangement de la chambre, c'est pas top, et puis j'y mets pas forcément la bonne volonté, et puis le résultat n'y est jamais. Voire, on me reconnaît pas trop pour ce que j'ai fait, ou pas en tout cas à la hauteur de l'énergie que j'y ai mis. Donc, l'humain du 21e siècle va apprendre à faire la différence et à comprendre qu'il faut faire quelque chose qui réponde à ses motivations primaires. Ça ne veut pas dire que je n'aurai pas des motivations secondaires, mais l'être humain, globalement, a 2 ou 3 motivations primaires. Et donc, de pouvoir utiliser cette énergie pour faire face aux moments difficiles, faire face aux contraintes, et d'être dans cette espèce d'économie énergétique, émotionnelle, porteuse sur ce que je vais faire de ma vie. Okay ? Donc, le problème de l'éducation, c'est que parfois, je peux, sans le vouloir, en tant que parent, inhiber les enfants. C'est-à-dire que moi, j'ai mes valeurs. Moi, il faut s'investir, il faut faire les choses, il faut réussir à l'école, il faut être sérieux, il faut se tenir en place, il faut, que sais-je. Et vous avez, au final, une éducation qui est pleine de bonne volonté. Moi, j'ai fait plein d'erreurs avec mes enfants. Trop tard, ils sont grands. Et donc, de veiller à pouvoir éduquer nos enfants, mais sur base de ces motivations primaires. Et d'utiliser ces motivations primaires comme un carburant qui va permettre à ces enfants d'accepter la contrainte, parce qu'on vit quand même dans un cadre et il faut quand même apprendre certaines choses pour fonctionner en société. Mais le fait d'avoir en fait des choses sur lesquelles s'appuyer va permettre de faire un petit jeu, un petit contrat, en disant par exemple, écoute, moi c'est ok pour moi que tu fasses ça. J'entends bien, j'ai besoin par contre que tu ranges ta chambre. Et si l'enfant n'a pas assez d'unité émotion, énergie dans son petit compte en banque émotionnel, il va juste se braquer. Il n'aura pas envie. Il va juste soit s'appuyer éventuellement sur son petit positionnement grégaire qui commence à être en place. Les enfants rois, ce sont des enfants qu'on n'a pas forcément assez cadrés et qui ont développé ou laissé la place à cette gouvernance qui va se figer à 11 ans. D'accord ? Et donc, du coup, il va aller chercher son côté, non, moi je ne le fais pas, et puis de toute façon, je m'en fous, tu peux le dire, moi je ne le ferai pas. Et là, parfois, le parent est complètement désarmé, parce que l'enfant, en plus, pour le peu qu'il soit un peu intelligent, il peut vous sortir des stratégies, mais d'une puissance inimaginable. D'accord ? Donc, l'idée, c'est vraiment d'être dans cette intelligence émotionnelle, de comprendre ce qui va motiver votre enfant, et tous les enfants sont différents, puisque, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça va s'installer dans les 3 premiers mois de la vie, de manière à savoir ce qui lui tient vraiment à cœur pour qu'il puisse s'épanouir, mais qu'il puisse aussi comprendre qu'à certains moments, il va devoir s'adapter pour recevoir derrière ce qui l'épanouit. Okay ? Et donc, on a un outil donc avec l'ANC qui s'appelle le VIP2A, qui permet de mettre en lumière et en évidence ces différentes motivations. Et donc, de pouvoir comprendre ces enfants de façon différente, avec en plus quelque chose qu'on ne sait pas, qu'on ne pouvait pas savoir jusqu'avant, c'est que notre fameuse gouvernance préfrontale, celle qui va nous permettre cette curiosité, cette adaptation, parce que le petit enfant, il fait quoi ? Il faut qu'il s'adapte au cadre d'éducation. Ça fait partie de ses besoins, mais sauf que cette gouvernance, elle n'est mature que vers 25 ans. Ça veut dire que moi, je vais venir avec des raisonnements d'adulte que le petit enfant ne pourra pas gérer au niveau de son préfrontal. On ne peut pas demander à un enfant d'être raisonnable. On peut juste lui dire que si, et sans aller dans un chantage affectif, mais c'est que voilà, il y a des choses qu'il faut faire et puis il y a des choses qui sont récompenses. Et donc de travailler intelligemment sur des récompenses qui font sens pour lui. Vous voyez ce que je veux dire ?
Ok ? Et donc, du coup, c'est pas parce qu'un enfant n'a pas un préfrontal qui est mature qu'il ne peut pas le solliciter. Juste, il ne sera pas épanoui. Et je vais vous donner un petit exemple par rapport aux enfants. Quand vous avez un petit enfant qui vous demande, qui vous pose une question, alors je vais le jouer comme ça, un petit enfant qui vous dit oh, « Maman, mais je ne comprends pas pourquoi le soleil va se mettre dans l'eau. » Qu'est-ce qu'on a tendance à faire ? On prend notre rôle de parent sachant et on lui explique. On lui dit, bah oui, tu sais, la Terre tourne autour du Soleil et donc elle fait des rotations, alors avec des niveaux de connaissances divers et variés. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? On va remplir sa bibliothèque émotionnelle, son néolimbique. Mais est-ce qu'on a fait fonctionner son préfrontal ? Non. Donc, l'idée, la meilleure façon de faire travailler un préfrontal, c'est de poser des questions ouvertes. Et donc, de jouer le jeu avec lui, de lui dire, ben, qu'est-ce que t'en penses, toi ? Et là, ben, vous avez en plus des scénarios génialissimes, de créativité divers et variés. Et l'idée n'est pas de le laisser dans cette ignorance, de lui expliquer après, mais de le laisser cogiter dans sa petite tête. D'accord ? De manière à ce qu'il fasse son exercice. Ça, on appelle ça de l'hygiène préfrontale. Okay ? Donc, et c'est pour ça aussi que les enfants, on va chercher à leur faire écouter de la musique, à leur faire écouter les différents sons, etc. Parce que seule la gouvernance préfrontale peut gérer ce genre d'activité. Donc, l'être humain du XXIe siècle aura appris à gérer ces différentes gouvernances parce qu'il en aura connaissance, parce qu'il saura faire des bascules neuronales. Alors les bascules neuronales, elles sont de trois types. Elles sont soit dans le comportemental, et par exemple pour ceux qui sont venus sur le stand, j'ai un trampoline, un mini trampoline. Alors ça c'est super génial. Bon, sauf s'il y a des problèmes de genoux, etc. Mais le trampoline, en fait, vous faites du trampoline et vous allez accéder à ce qu'on appelle le second souffle, ce que vous avez peut-être connu dans des pratiques sportives d'endurance. Et en fait, pour ceux qui font du jogging, le second souffle, c'est un peu ce moment où, à un moment donné, vous avez des capacités et puis vous sentez que ça se libère là-haut. Pourquoi ? Parce que c'est votre gouvernance préfrontale qui a la main. Et donc, qui vous apporte cette capacité. Et d'ailleurs, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous avez parfois des idées. Des choses qui viennent comme ça, boum, ça vient, on ne sait pas d'où, mais voilà, ça vous tombe dessus. Et donc, voilà, c'est un exemple d'exercice comportemental qu'on peut faire. Après, on peut faire des exercices émotionnels ou de ressenti. Un très bon exercice émotionnel de ressenti, c'est de faire ce qu'on appelle de la multisensorialité. C'est de vous placer à un moment donné et d'aller écouter tous les sons qui vous entourent. Là, on pourrait, si on était en 2 petites minutes de préfrontalité, je vais me taire 2 secondes pour que vous puissiez expérimenter, vous allez entendre des bruits. Vous allez entendre mon collègue à côté qui est en train de parler, vous allez entendre le brouhaha, vous allez peut-être entendre des bruits de chaises, différents sons, des rires, etc. Et puis après, vous allez ressentir aussi ce qui se passe sur votre corps, les appuis sur les chaises, sur les pieds, vos bras. Et puis même peut-être même des ressentis de température, fait un petit peu chaud, et d'être vraiment en hyper-observation de ces différents éléments. Eh bien, quelle est la gouvernance qui peut le faire ? C'est la gouvernance adaptative, préfrontale, qui est en observation. C'est pour ça la méditation, c'est de la préfrontalisation. Les exercices de pleine conscience, c'est de la préfrontalisation. Quand vous faites, pour ceux qui ont expérimenté l'hypnose, c'est de la préfrontalisation. On débranche les autres gouvernances et du coup, on a accès au préfrontal, à la gouvernance adaptative. Et puis, on a d'autres petits exercices beaucoup plus cognitifs au niveau de la pensée pour se poser les bonnes questions. Je vais vous faire un petit exercice vite fait parce qu'on a un petit peu de temps avant de prendre quelques questions. Je vais vous proposer de penser à quelque chose. On l'a fait hier pour l'atelier. Désolée pour ceux qui feront le même exercice, mais je vais vous demander de penser à quelque chose qui vous agace particulièrement. Ça vous met un petit peu en colère ou un petit peu en « oh là là, je m'en vais, c'est vraiment trop compliqué ». Ok ?
Vous avez tous une situation où ça énerve un petit peu? Ok, ça s'appelle un stresseur. Il faut savoir que pour vivre du stress, il faut un stresseur, le truc qui vous agace, et de la stressabilité. Je me laisse stresser par le stresseur. Ok. Et donc maintenant, je vais vous proposer de trouver 3 avantages à cette chose qui vous agace. Pas facile, hein. Parce que, en général, quelque chose qui agace, il nous agace, quoi, point. Donc, mais je vais vous demander de réfléchir et peut-être même de poser, de prendre les chaussures de quelqu'un qui le verrait d'ailleurs. Alors, dans l'excès, on pourrait se demander, tiens, qu'est-ce que dirait quelqu'un comme Nelson Mandela, quelqu'un comme le Dalai Lama? Bon, là, je vais vraiment, le potentiomètre est vraiment à fond, mais que dirait mon voisin? Que dirait mon frère, ma sœur, mon père, ma mère? Et qu'est-ce que j'en dirais dans 10 ans? Ok. Alors, pour gérer le temps, vous en avez probablement trouvé un. Ok. Comment vous vous ressentez par rapport à cet agacement? Ça descend? Pourquoi? Parce que vous avez sollicité votre préfrontal et que lui, il est très serein. Hein. Et c'est comme ça qu'on reconnaît quelqu'un. Les gens qui sont préfrontaux sont très sereins. Vous leur dites alors comment ça? Ça va, lâchez prise. Pas de peur, pas d'anxiété anticipatoire, etc. Parce que c'est des personnes qui ont développé leur préfrontal de façon naturelle ou avec les aléas de la vie parfois et qui finalement sont très très bien. Okay. Donc voilà, l'idée c'est de passer de cette créature à ce créateur que nous sommes, de pouvoir vraiment utiliser cet outil fantastique. Il n'est pas franchement dépassé parce qu'il est en train d'évoluer. Hein. Je vous ai montré la courbe. Bon, là, il y a quand même des choses qui bougent. Mais vraiment de vous poser la question, qui est au contrôle de la tour de commande? Si vous êtes dans une situation où vous êtes en sérénité, où tout va bien, etc., probablement, il n'y a rien à changer. Hein, c'est ça, en fait. Hein. Mais quand ça coince, quand il y a des choses qui ne vont pas bien, que je suis en stress, que mon corps ne va pas bien, je vais aller voir, en fait, qu'est-ce qui se passe. Et je vais rendre à la gouvernance la plus apte à gérer ce genre de choses, le contrôle de l'avion, du véhicule, de manière à pouvoir trouver une solution qui soit vraiment adaptée. Et donc, on peut le faire tout seul, bien sûr, parce qu'on a quand même pas mal de potentiel et de capacité. Parfois, il faut peut-être aller un peu plus loin et se faire accompagner, lire des petites choses. Si ça vous intéresse, venez me voir sur le stand parce que je fais des présentations beaucoup plus détaillées en 3 heures. Là, on n'avait qu'1 heure, donc je fais vraiment un survol. Mais n'hésitez pas à venir me voir donc, pour qu'on en parle plus. Je vais vous proposer de prendre la parole pour me poser les questions que vous auriez éventuellement par rapport à cette présentation. Alors, qui va oser prendre sa place? Oui? Ah, il y a un micro. Super. Merci beaucoup. Merci. Par rapport à la motivation primaire, vous dites qu'elle se décide dans les 3 mois et vous n'avez pas donné d'explication, j'aimerais comprendre. Alors, je vais aller un petit peu plus loin. En fait, on a en fait dans les 3 mois une connexion avec la réalité qui nous entoure, qui n'est gérée que par notre gouvernance instinctive, notre fameux reptilien. Et donc, on va fonctionner comme un petit animal qui va, selon les stimuli extérieurs, être très bien, c'est-à-dire que maman va arriver très très vite, j'ai à peine le temps d'avoir un petit truc qui coince là parce que j'ai un petit peu faim, qu'on me prend, on me donne à manger, on s'occupe de moi, j'ai pas trop chaud, j'ai pas trop froid, il n'y a pas de bruit, je suis voilà comme un petit Bouddha. Et ça va créer en fait une idéalisation neuronale, c'est-à-dire que dans le cerveau va se créer des connexions en relation avec cet état qui va être donc, comme on dit, idéalisé. Et donc, dans mon vécu, je vais à chaque fois que je suis dans une situation où je peux être en contemplation, en sérénité, en enthousiasme optimiste, etc., je vais vivre cet état archaïquement posé dans mon cerveau
qui m'apporte ce bien-être, comme je l'ai connu pendant les 3 premiers mois. C'est quelque chose qui est très, très fort. Okay, et donc, je vais la voir pour les différents états. On s'aperçoit en fait que les gens vont passer d'un état d'activation de l'action, c'est un peu comme la gazelle qui est dans son pré, elle est en train de brouter, tout va bien, et puis à un moment donné, elle perçoit un prédateur ou quelque chose qui a bougé, et donc elle va être dans ce qu'on appelle une activation de l'action empêchée. C'est-à-dire qu'on m'empêche de manger mon herbe tranquillement, et donc là je vais commencer à regarder un petit peu partout. Ça crée en fait un profil idéalisé de personnes qui aiment bien regarder, qui aiment bien observer, qui aiment bien chercher, qui aiment bien comprendre. Et donc, on va la voir pour les 3 autres états de l'instinct, à savoir la fuite, réussie ou empêchée, la lutte, réussie ou empêchée, ou l'inhibition, réussie ou empêchée. Et en fait, ces 8, nous, ce qu'on appelle des biotypes, vont avoir leurs particularités. Tantôt tournés en intraversion, tantôt tournés en extraversion, tantôt tournés vers le mouvement. Tout ce qui est fuite est très mouvement, avec tout ce qui est tourné autour du résultat, lutte, ou tout ce qui est tourné autour des autres, de l'humain. Donc c'est plutôt les états d'inhibition de l'action. Alors si vous voulez, je peux vous en parler un peu plus en détail. Si vous voulez plus d'informations. Et je vous parlerai aussi d'ouvrages qui ont été faits sur le sujet. Merci pour cette question fort intéressante. Est-ce qu'il y a une autre question qui prend sa place? Oui. Alors, il y a un micro qui doit se balader quelque part. Si vous pouvez le... Est-ce que vous pourriez nous donner quelques outils dont vous avez parlé dans les situations un peu d'urgence qui étaient appris aux pilotes de chasse? Oh, pardon? Aux pilotes de chasse, vous avez parlé de... En fait, si vous voulez, l'enseignement qui a été fait n'a pas eu pour objectif de remplir leur néolimbique, à savoir s'il se passe ça, qu'est-ce que tu fais, mais à développer leur réactivité préfrontale. Donc en fait, on les a encouragés à faire des exercices de mobilisation du préfrontal. Je vais peut-être du coup finir par un petit exercice qui va vous montrer ce que ça peut donner. C'est le 1, 2, 3 qu'on avait fait hier à l'atelier. Je ne sais pas si certains d'entre vous y étaient. Et donc en fait, on les a juste entraînés à utiliser leur préfrontal comme on ferait avec un enfant à qui on proposerait de se poser la question avant de lui donner la réponse. Donc en fait, si vous voulez, il n'y a pas d'exercice particulier pour faire face à un danger, c'est juste en fait un accès plus facilité sur mon préfrontal. Donc en général, si vous voulez, pour vraiment mobiliser le préfrontal, c'est que quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, c'est de penser à faire un temps mort, de considérer les choses, de respirer et d'envisager, de réfléchir, de laisser votre cerveau l'espace de réflexion. Et moi, par exemple, il m'est arrivé un soir à Paris de m'apercevoir, j'étais sur le quai de la gare, le train partait 5 minutes après, et je m'aperçois que j'ai oublié mon ordinateur. Moi, mon ordinateur, comme beaucoup de consultants, c'est ma vie. Et donc, j'ai préfrontalisé. Je me suis dit, stop, Sonia, ok, là, tu es dans ton ordinateur, ok, tu ne l'as pas, très bien. Considérons les événements. Donc, ton train part dans 10 minutes. Imaginez repartir au bureau, c'est même pas la peine. D'autant qu'il y a toutes les chances pour que le bureau soit fermé et tu n'as pas les clés. Tu pourrais éventuellement dormir ici, parce que j'avais mon logement et ce... Ok, mais sauf que demain, tu as un coaching à 11h et que du coup, tu ne seras jamais en temps. D'autant que ça va te coûter X centaines d'euros pour prendre un billet de dernière minute. Et tout ça, ça m'a pris 1 minute 30 chrono. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste fait temps mort et j'ai réfléchi, j'ai considéré la situation pour ce qu'elle était. D'accord? Et donc, ça c'est un exemple, mais je pourrais très bien avoir un exemple de difficulté relationnelle avec quelqu'un qui en face de moi est qui pète complètement les plombs, qui est complètement agressif. Et là, je vais faire une gestion relationnelle du stress. Quand vous dites à quelqu'un qui est agacé, qui est énervé, qui est agressif, bon écoute, calme-toi, tu vas pas... Qu'est-ce qui se passe? Boum, il monte en pression. Pourquoi? Parce que je n'ai pas géré son stress. Et quelqu'un qui est dans une gouvernance automatique, en général... Toutes choses égales par ailleurs, il est à un QI plus ou moins de 23. Donc ça veut dire que je suis en train de faire
de trouver un terrain d'entente avec une personne qui n'est pas capable de réfléchir puisqu'elle est sur sa gouvernance instinctive. Donc là, pareil, je vais poser temps mort et je vais avoir une stratégie de désactivation de son stress dans un premier temps, en lui donnant de la place, puisque en général, quand on est en colère, on a aussi un besoin de reconnaissance, et je vais lui donner la parole, je vais lui dire « Oh là, il doit y avoir un truc un peu sérieux, explique-moi ce qui se passe. » Qu'est-ce qu'il fait quand je lui demande de m'expliquer ce qui se passe? Eh bien, il bascule dans son préfrontal. Et donc, son stress, son reptilien, qu'est-ce qu'il fait? Fout, il s'éteint. Mais on n'y pense pas parce qu'on ne sait pas comment ça fonctionne. Okay, des personnes qui sont dans un positionnement grégaire dominant. Alors eux, ils ne sont pas drôles parce qu'ils sont dans plutôt de l'agressivité, mais offensive. C'est celui qui va en fait chercher à déstabiliser votre estime de vous-même pour faire baisser votre confiance en vous, de manière à ce que lui, il garde la place du chef dans le groupe. Okay, quand j'ai en plus des antivaleurs sur la mauvaise foi, eh ben moi, je monte en pression. Donc, je cherche à avoir le dernier mot. On dit, mais non, mais tu ne peux pas me dire ça. En fait, on était 3, on t'a entendu, tu l'as dit. Et il vous dit, avec cet air froid, très dégagé, ah non, tu ne m'as jamais parlé de ça. Et puis, tu sais, j'ai déjà remarqué, parfois, tu ne retiens pas bien les choses. Et là, qu'est-ce que vous faites devant ça? Eh bien, il faut jouer le faux naïf, faire semblant. Vous avez perdu la bataille, de toute façon, avec quelqu'un qui est dans la mauvaise foi. Et surtout, si elle est grégaire. Et donc, de jouer le faux naïf, c'est dire, oui, t'as peut-être raison, je ne l'ai peut-être pas dit. Bon, écoute, c'est pas grave, là, on va le poser, je vais te faire un petit email pour te le rappeler. Et du coup, je fonctionne en coproduction, en co-création vers l'avant, plutôt que d'être victime de mes propres contenants. Donc, voilà, c'est de comprendre comment ça fonctionne et après de s'entraîner à faire des exercices préfrontaux. Et là, on a des tas de petits exercices. On a un bouquin sur l'intelligence du stress qui est super bien. Et après, des ateliers, des choses comme ça. Merci pour la question. Allez, une dernière question avant de faire un 1, 2, 3. Oui ? C'est juste pour avoir des livres. Alors, on va vous donner le micro parce que j'ai compris que vous parliez de livres, mais... Merci. Juste pour avoir des livres ou pour en savoir plus quand on n'est pas scientifique, quand on n'est pas familiarisé avec tout le vocabulaire dont vous parlez, est-ce qu'on peut quand même avoir des livres, des informations pour aller plus loin? Alors, il existe effectivement... Alors, on a 2 types d'ouvrages. On a les ouvrages très conceptuels de Jacques Fradin, qui fait un travail extraordinaire, mais qui effectivement demande qu'on ait un minima fait ce qu'on appelle les fondamentaux, pour s'y retrouver un peu dans et le jargon, et puis ces différents contenants qui interagissent, etc. Parce que, je ne vous en ai pas parlé, mais parfois on a des sonnettes, c'est-à-dire qu'on a un contenant qui nous dit blanc et un autre contenant qui nous dit noir. Je suis un compétiteur, j'aime bien me mesurer aux autres, mais j'ai un positionnement grégaire soumis, et donc je ne me donne pas la place. Donc parfois ça fait un peu du bazar dans la tête. C'est pour ça qu'on a aussi des problèmes de névrose ou d'autres. Donc on a ces ouvrages-là, mais on a aussi quelques ouvrages qui sont d'ailleurs sur le stand, qui sont des ouvrages qui sont à la fois vulgarisés et en plus qui sont auto-coachants, c'est-à-dire qu'ils vont vous permettre aussi de vous poser les bonnes questions sur ce qui se passe pour vous et explorer du coup avec cette vision ce qui vous arrive. Donc si vous voulez passer, ils sont sur le stand, vous pourrez regarder si ça vous plaît. Ok ? Alors, ce que je vais vous proposer, c'est de faire un bon petit exercice de préfrontalisation. Je vais vous proposer de vous lever, de vous mettre en face à face. Cet exercice va se faire en binôme. Ok ? Donc, cherchez quelqu'un, restez pas tout seul. Allez trouver une bonne âme qui va vous permettre de jouer à ce 1, 2, 3. Ok ? J'aime le ok. Je le dis souvent, mais bon, on a ce petit travers. Est-ce que tout le monde a un binôme? Alors levez-vous, ce sera plus pratique dans le jeu. Alors, ce petit jeu est un petit jeu très très simple. Il consiste à dire alternativement, la fatigue, 1, puis 2, puis 3. Donc le premier commence 1, l'autre dit 2, l'autre dit 3. Et donc, on recommence 1, 2, 3. OK? C'est bon pour tout le monde? Bien. Donc, vous n'avez... Chaque fois, ça va changer. Par exemple, je vais faire vite pour vous donner un exemple. Ça marche toujours beaucoup mieux. François, si je dis 1, 3, 1, 2, 3. Merci.
Allez-y, c'est à vous. Ça marche super bien avec les enfants aussi, hein. Vous pouvez le faire aussi avec les enfants. Ça marche super bien. Le 1, 2, 3. Ok. Pas si facile que ça, hein. Il y en a oui, il y en a non. Bon. Alors, bien évidemment, je vais vous complexifier un peu la chose. Et là, maintenant, je vais vous proposer de remplacer le 2 par une onomatopée du genre ting. Donc, on va avoir quelque chose qui va ressembler à 1, ting, 3. 1, ting, 3. Ok? C'est à vous. Ting, 3. 3. 1, ting, 3. Alors, j'en vois qui ont des petites stratégies super efficaces pour regarder. Vous avez remarqué, parfois, votre binôme regarde ailleurs. Signe de concentration, va chercher la réflexion. Alors, troisième étape, encore un peu plus compliquée. Vous allez remplacer le 3 par un mouvement. Et donc, je vous propose, par exemple, de lever la main. Donc, ça va faire quelque chose qui va ressembler à 1, ting. On ne dit rien au 3, hein. C'est 1, ting. 1, ting. À vous. Alors, maintenant, je vais vous proposer de revenir à la consigne initiale et de refaire l'exercice en faisant le 1, 2, 3. Donc, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alors, normalement, c'est beaucoup plus facile. Non? Ok, on en reparlera. Alors, en fait, que je vous explique avant de laisser la place à la conférence suivante, cet exercice demande beaucoup de concentration, parce qu'il y a effectivement un changement à chaque fois. Et donc, en fait, la seule gouvernance qui est capable de gérer ce genre de difficultés, c'est la gouvernance préfrontale. Alors, bon, là, on est très nombreux. Je ne peux pas forcément vous accompagner sur les cas précis. Je peux avoir une sonnette sur le ridicule, de me dire « Oh là là, mais j'ai l'air de quoi ?» Et donc là, c'est panique en bord. Je suis en stress psychosocial, donc ce qui rend les choses encore plus compliquées. Mais normalement, ce qui se passe, c'est que ces 4 exercices vont chauffer votre gouvernance préfrontale comme un moteur. Je veux dire, un moteur diesel, quand vous le prenez à froid, c'est pas très efficace. Hein, il faut le faire chauffer et après, ça fonctionne bien. Et là, en fait, c'est ce que vous avez fait en petit à petit complexifiant le jeu. Et au final, quand vous revenez au 1, 2, 3, c'est beaucoup plus facile parce que votre gouvernance préfrontale est là. Elle est tout à fait présente. D'accord ? Et c'est en fait ce qu'on fait pour apprendre aux gens. Parce qu'une fois que la préfrontalité est active et qu'elle fonctionne de façon régulière, eh bien, on a quelqu'un qui bascule très vite en préfrontalité. Et du coup, c'est que du bonheur. Alors, pour vous rassurer, c'est un exercice qu'on fait en codir ou en groupe de créativité pour justement placer les personnes dans une préfrontalité active.
Ok. Est-ce que ça a à voir avec la brain gym? Est-ce que ça a à voir avec le brain gym? Oui, tout à fait. On est dans une préfrontalité, on est dans la sollicitation de cette gouvernance. Ok. Donc, on va devoir se laisser là pour l'instant. L'idée, en fait, donc, de cette fameuse approche neurocognitive et comportementale, eh bien, c'est de comprendre notre cerveau pour ajuster ces différentes gouvernances, de s'assurer qu'on est dans cette justesse. Et donc, au final, ça permet un mieux-être pour soi. Ça permet un mieux vivre avec l'autre. Et puis, ça permet une grande amélioration dans les organisations, puisqu'on travaille beaucoup aussi avec les organisations pour rendre ce qu'on appelle les organisations biocompatibles, donc tenir compte de ce qu'est l'humain pour lui amener toutes les chances de travailler efficacement avec les logiques d'entreprise libérée, d'innovation, d'optimisation des différents circuits que l'on va mettre en place ou modifier pour s'assurer que l'organisation fonctionne bien. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. On va les prendre sur le stand pour respecter l'horaire. En tout cas, j'espère que vous avez... déjà, de toute façon, vous ne verrez plus les choses de la même façon. Donc ça, c'est mission accomplie. Et que vous avez apprécié cette présentation. En tout cas, je vous remercie d'avoir été nombreux aujourd'hui et je vous souhaite une très bonne fin de salon.